Salutations à tous et à toutes. Comment continuer à nourrir notre paix intérieure, à prendre au mieux soin de nous pour prendre soin des autres? Comment continuer à faire se lever en nous la beauté du monde malgré les difficultés, selon les mots de la poétesse Ève Ricard? Comment prendre soin de ce qui nous relie, à nous-mêmes, aux autres et à la planète? Comment cultiver nos qualités essentielles de générosité, de courage, de liberté, de justice et d'amour? Comment étendre notre compassion au-delà du cercle de nos proches à toutes les formes de vie? Pour cela, nous vous proposons de retrouver chaque jour des femmes, des hommes inspirants, des mères, des pères de famille, des philosophes, des moines, en fait des terriennes et des terriens, qui partagent un tout petit peu de leur inspiration pour mieux vivre ensemble sur notre terre. Et aujourd'hui, l'invité, c'est Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu. Bonjour, Elios. En direct, de l'Himalaya. Ouais. Alors, Mathieu a créé l'association Karuna Shechen, qui offre aux communautés les plus défavorisées et reculées du nord de l'Inde, du Népal et du Tibet les moyens de bâtir un avenir un peu meilleur. Et c'est aussi un ami dans le bien. C'est très bien, Mathieu. C'est un petit élément technique. Alors, Mathieu est aussi un moine, un photographe et un auteur qui vit dans les régions himalayennes depuis plus de 40 ans. Et on va commencer, Mathieu, comme avec tous nos autres invités, par la citation que tu as choisie. Et la citation, c'est « Be good, do good ». Pourquoi l'avoir choisi? C'est plus joli en anglais parce que c'est les mêmes mots. C'était écrit sur le buste d'un swami indien, Swami Shivananda, à Hardwar, en Inde, en 1967, après mon premier voyage en Inde. Et j'ai trouvé que ça résumait bien notre idéal dans l'existence. Alors en France, je crois que tout le monde comprend « Be good, do good ». Mais si jamais vous avez des difficultés avec l'anglais, be good, c'est être bon. Et do good, c'est faire bien, faire le bien. Donc, mais c'est plus joli en anglais parce que c'est les mêmes mots. En tout cas, ça résume bien les choses parce que même l'éthique ou la morale, c'est pas seulement ce qu'il est bon de faire, mais ce qu'il est bon d'être, parce que souvent, ce qu'on fait, en fait, est l'expression spontanée de ce que nous sommes au fond du fond de nous-mêmes. Et de ce fait, si nous sommes un bon être humain, il y a toutes les chances que nos pensées, nos paroles et nos actes soient bienveillants et fassent du bien aux autres. Et c'est peut-être davantage encore important dans ces moments de grande tension, de peur, quand on voit énormément d'agitation qui s'empare dans la situation. Est-ce que ce n'est pas étonnant quand on voit tout ce qu'on est capable de faire dans la situation du coronavirus? Oui, ben, tout ça, c'est très complexe. Évidemment, il y a, d'un certain point de vue, c'est altruiste de mettre un petit peu à l'écart pour ne pas justement propager la contamination. Et en même temps, ça ne doit pas être au détriment de la solidarité, du bénévolat, de l'entraide, de toutes sortes de manières de se mettre au service des autres. Alors évidemment, il y a ceux dans la profession qui sont au service des autres et qui sont en première ligne, on le sait bien. Sont admirables, depuis les médecins jusqu'aux infirmiers, les personnes qui nettoient les hôpitaux, etc., la police, etc. Mais bon, en même temps, voilà, il y a toutes sortes de défis. Et puis, il y a des pays comme là où je vis, je suis au Népal, mais je viens aussi récemment, juste avant que le pays ne se ferme, de l'Inde. Et là, aujourd'hui, il y a 70 millions de travailleurs journaliers, c'est la population de la France, hein. C'est des personnes qui vivent au jour le jour, aussi bien pour se nourrir eux-mêmes que pour nourrir leur petite famille. Et lorsque ces salaires s'interrompent, ils n'ont plus où loger, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus à manger. Et donc, par centaines de milliers, ils sont partis sur les routes pour essayer de rentrer dans leur village en disant que là, au moins, il y aura un petit peu à manger. Et donc, entre-temps, ils sont tabassés par les forces de l'ordre parce qu'ils se disant il ne faut pas bouger, il faut marcher pendant 10 jours, 15 jours. Voilà, c'est assez dramatique, bien sûr. Donc, ce n'est pas seulement le confinement, on ne sait pas trop quoi faire dans son appartement. Il y a aussi d'immenses souffrances. Et récemment, j'entendais dire que les Nations Unies prévoient qu'il y aura des famines importantes après le coronavirus, notamment certains pays d'Afrique et un ou deux pays d'Amérique latine. Donc voilà, donc l'entraide et la compassion et l'engagement pour autrui va être plus que jamais d'actualité. Et on peut se dire peut-être, quand on voit ce qu'on est capable de mobiliser aujourd'hui face au coronavirus, parce qu'il nous atteint nous, on a l'impression que dans nos pays, en tout cas, tout le monde peut tomber malade et mourir. On met des moyens incroyables. Si on mettait ces moyens au service d'autres causes, de dangers qui sont peut-être même plus graves, comme la mortalité, la faim, le climat, ça serait peut-être aussi un moyen de… Pour donner un seul exemple, la malaria tue encore 2-3 millions de personnes par an.
principalement en Afrique, bien sûr, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et maintenant, c'est un tout petit peu réduit. On en est, je crois, à 800 000 morts. Mais enfin, c'est une maladie de pays pauvres. Et donc, certainement, bien qu'il y a des gens formidables qui essaient de faire quelque chose, malgré tout, il n'y a certainement pas eu le même niveau de mobilisation. Puis il y a aussi des choses très simples. Depuis 100 ans, il y a aujourd'hui, en tout cas, 6 millions de morts par an à cause du tabac. Alors, c'est quand même incroyable que, puisque l'État est capable de faire certaines choses. Alors là, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de confinement, il n'y a pas besoin d'empêcher les gens de se déplacer, il n'y a pas besoin de rien du tout. Il suffit d'arrêter. C'est quand même pas très compliqué. Et ça sauverait. Alors évidemment, ce n'est pas instantané parce que souvent, c'est des maladies à long terme. Mais si on y réfléchit bien, dans 10 ans, ça sauverait 6 millions de personnes par an. Voilà. Donc, si l'État veut faire quelque chose, il faudrait aussi s'occuper des questions de l'environnement qui vont avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais voilà, est-ce qu'il y aura, si vous voulez, si tu veux, là, en même temps, il y a une certaine peur de tout le monde. Les gens sont, parce que tout le monde est menacé, les puissants comme les humbles, les riches comme les pauvres, où qu'ils soient. Et cette petite bête de 1 millième de millimètre qui, évidemment, n'a pas d'intention et pas de conscience, c'est pas un démon maléfique, comme l'a dit un président américain. C'est pas un démon, et puis il n'est pas maléfique, et puis il s'en fiche, l'ADN, il se reproduit, il a la cirée, c'est pas une motivation. Il fait son boulot avec extrêmement de succès, ça c'est le travail de la nature. Et donc simplement, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se produire. Et là, ce n'est pas lié directement au réchauffement climatique, bien sûr, mais il y aura des problèmes tout aussi graves, sinon plus, qui seront liés au réchauffement climatique. Et donc, cette volonté maintenant qui est basée sur la peur, quand ça nous touche, eh bien, il faudrait l'appliquer à des choses plus graves. Le problème, c'est que le futur ne fait pas mal, du moins pas encore. Pas encore. Mais il fera mal un jour. Et donc, on ferait bien, si on a du discernement, de la sagesse et la considération d'autrui, de prendre les mesures nécessaires pour le long terme. Mais alors ça, c'est une autre histoire. Et donc, il y a deux grands biais. Le biais du court terme, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord ce qui nous affecte tout de suite, et puis le biais de proximité, on s'inquiète parce qu'on a l'impression que c'est à nous que ça s'adresse. Et ici, ce que tu nous proposes, c'est d'étendre évidemment notre compassion de manière beaucoup plus vaste dans l'espace et dans le temps, et de mettre notre volonté en œuvre. Et peut-être aussi l'idée de se dire, cette mondialisation de l'économie a fait beaucoup de dégâts. Si on avait une mondialisation des cœurs et de l'altruisme, ça serait peut-être aussi une autre, un autre type de réponse. Ben, c'est sûr que la notion d'altruisme efficace, c'est en fonction des ressources financières ou autres, du temps et de l'énergie dont on dispose, si l'on souhaite du bien, où est-ce qu'on peut faire le plus de bien possible. Donc, faire bien, c'est une bonne chose. Faire le bien de manière efficace, évidemment, c'est encore mieux. Alors, dans cette situation de grandes difficultés dans laquelle sont beaucoup de personnes, il y a bien sûr des drames humains, il y a bien sûr des personnes qui sont mortes, et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est cette peur qu'on semble avoir, en tout cas dans nos pays, de nous retrouver seuls, comme si on avait une incapacité à vivre avec nous-mêmes. Oui, alors bien sûr, ça c'est une autre dimension. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas aux personnes qui voient leurs ressources financières s'épuiser jusqu'à zéro, qui ne savent pas comment ils vont manger le mois suivant, qui ont du mal à dormir à cause de ça, à nourrir leurs enfants, etc., etc. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas, disons, un danger immédiat, mais qui, dans le principal défi, est brusquement, effectivement, de se retrouver seul ou alors avec juste très peu de personnes et sans pouvoir se déplacer ou faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et là, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte, les gens sont assez désorientés. On a l'impression qu'ils n'ont pas imaginé ce que ça pouvait être, qu'ils n'ont pas les outils pour simplement être bien avec eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ou bien avec les quelques êtres chers avec qui ils sont. Et en tout cas, ils se trouvent un peu comme des enfants face à la façon dont fonctionne leur esprit. Ils n'ont pas l'habitude de gérer leurs émotions, d'explorer la paix intérieure, de cultiver la résilience, la bienveillance, la force d'âme. Ce sont des notions qui, a priori, n'ont pas été beaucoup envisagées. Et donc, on s'aperçoit à quel point, ce n'est pas nouveau, mais si tu veux, là, beaucoup de personnes placent tous leurs espoirs et leurs craintes à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire les conditions extérieures, aussi bien matérielles que toutes sortes d'autres choses.
Mais ces conditions extérieures, on le voit bien, sont extrêmement fragiles, sont changeantes du jour au lendemain. Notre contrôle sur ces conditions extérieures est donc limité et souvent illusoire. Par contre, la façon dont notre esprit traduit les circonstances favorables ou défavorables en bien-être ou en mal-être, ça dépend de la façon dont nous faisons l'expérience des choses. Et ça dépend de la façon dont fonctionne notre esprit, dont les pensées s'enchaînent, les émotions s'enchaînent. Donc, ce n'est pas simplement une sorte de luxe pour ceux qui peuvent se le permettre que de s'occuper d'avoir un esprit plus sain, un esprit qui fonctionne de façon optimale, un esprit qui est habitué à trouver en lui-même les ressources nécessaires pour gérer les hauts, les bas de l'existence et traverser toutes ces circonstances favorables comme défavorables en conservant sa force d'âme, sa liberté intérieure, sa bienveillance, un peu comme un chat qui retombe sur ses pattes. Et donc ça, c'est curieux de voir à quel point les gens sont désarçonnés. Et aussi, ça amène peut-être à se fermer un peu sur soi-même, parce que si on est constamment préoccupé par ce qui peut nous arriver, on est moins ouvert aux autres, tandis que si on a moins ce sentiment d'insécurité, naturellement, on a un espace intérieur beaucoup plus vaste et on est davantage disponible pour autrui. Et donc, comme si cette situation mettait en lumière, pour certains parmi nous, une sorte de sous-développement de cette capacité de connaissance de notre propre esprit. Et comme on nous dit, ne plus aller à l'extérieur, ça peut être une invitation, quand c'est possible, à aller justement explorer notre propre esprit et ses ressources intérieures. Alors, oui, puis ce n'est pas un luxe, ce n'est pas comme on va dans un spa où on s'occupe de ses états d'âme et tout ça. C'est au cœur de notre vie parce qu'on a affaire à notre esprit tout le temps, du matin au soir, toutes ces pensées qui s'enchaînent et qui peuvent créer un enfer en nous, ou au contraire un état de force d'âme et de sérénité qui peut être immuable. Donc, ce n'est pas du tout un détail ou quelque chose, un petit luxe, un bonus comme un complément alimentaire. C'est au cœur même de la qualité de chaque instant qui passe. C'est la façon dont fonctionne notre esprit. Oui, on a un peu oublié ça. On l'avait un peu oublié et parfois c'est vu comme un luxe justement de bobo en mal de nouvel âge, alors que là on parle d'une ressource centrale, non seulement pour connaître notre esprit, mais à partir de là de pouvoir agir de manière plus juste pour les autres, c'est ce que tu soulignais. Alors, dans cette situation, pour beaucoup d'entre nous, l'émotion qui prédomine, c'est la peur. Cette peur qui nous ronge, cette peur qui nous replie parfois sur nous-mêmes. Cette peur, on sait qu'elle est mauvaise pour l'individu, mais aussi pour les groupes, parce qu'on est capable de se laisser davantage manipuler, d'accepter des politiques sécuritaires liberticides, on stigmatise les différences. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette peur ? Alors, la peur est une émotion tout à fait naturelle et désirable. Si on est sur le point de marcher sur un serpent venimeux ou qu'il y a un tigre qui rôde dans les environs, comme c'est arrivé il y a quelque temps, pas loin d'ici, chez nous. Il y a 15 jours, il y avait 2 léopards qui se promenaient à 200 mètres d'ici. Donc, bon, il faut mieux être prudent, quoi, en gros. Il y a des peurs salutaires. Mais il y a aussi beaucoup de peurs psychologiques qui sont complètement exacerbées par l'emballement de nos pensées et qui, elles, sont vraiment déconnectées de la réalité et obscurcissent notre jugement. Un état mental afflictif, ça a 2 caractéristiques. D'une part, il y a une distorsion de la réalité, c'est-à-dire qu'on voit le danger beaucoup plus grand que ce qu'il est. Et d'autre part, ça trouble notre esprit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre état normal, on est déstabilisé et notre jugement devient erroné du fait qu'on voit les choses de travers. Donc, les peurs déraisonnables sont évidemment source d'un point de vue social et politique, ça mène à la démagogie, ça mène à des réactions viscérales qui peuvent être xénophobes, racistes, etc., etc. On voit ce qui se passe en Amérique du Nord, par exemple, cette réaction. Et donc, ça, c'est... Et puis, en jouant contre la peur, évidemment, il y a toutes sortes de politiques qui s'en servent pour essayer de faire avancer leur propre agenda. Donc voilà, la peur, c'est comme toutes les émotions, c'est à double tranchant, c'est quelque chose d'extrêmement utile et indispensable, toutes les émotions que nous avons, mais elles peuvent, enfin, Aristote disait, et les bouddhistes sont bien d'accord avec ça, qu'une émotion, elle doit être appropriée à la situation
et avec la juste intensité. Donc, toute émotion qui est trop forte, trop faible et qui n'est pas en harmonie avec la situation, une situation donnée, sera dysfonctionnelle et se traduira par du tourment. Et donc, dans cette situation, pour pas que cette peur nous envahisse, qu'elle trouble notre jugement, quelles seraient les pistes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle n'obscurcisse pas notre esprit, justement? Déjà, voilà, faire usage prendre les choses par le bon bout de la raison, voir que ça ne sert à rien de fabriquer dans son mental toutes sortes de choses qui n'existent pas. Alors, toutes les théories du complot, ça va avec les croyances aveugles, c'est invraisemblable. Donc, en gros, une conviction, c'est quelque chose une certitude, c'est quelque chose qui est en accord avec la réalité. Une croyance, c'est quelque chose qu'on peut croire, mais sans avoir vraiment de preuves. Et une croyance aveugle, c'est quelque chose que l'on croit alors qu'il y a la preuve du contraire. Et la plupart des théories du complot, c'est basé sur des choses complètement farfelues, mais auxquelles les gens s'accrochent, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de s'informer correctement, qu'ils ont l'impression qu'il y a des manipulations qui se font derrière, et que donc voilà, tout le monde est victime, etc. Donc ça entretient un sentiment de malaise qui est très malsain. Je vois notamment de plus en plus, il y a une certaine méfiance de la communauté scientifique. C'est invraisemblable. Des personnes qui, toute leur vie, avec rigueur, avec méthode, essaient de voir comment nos connaissances peuvent être en adéquation avec la réalité. Et on s'imagine qu'ils sont là à manipuler des trucs pour le compte de lobbies financiers, etc., etc. Alors que la plupart, moi je connais beaucoup, tous mes amis scientifiques sont la vaste majorité des gens passionnés par ce qu'ils font, qui souhaitent justement trouver quelque chose qui est en accord avec la réalité, qui sont honnêtes, intègres, etc. Donc c'est vrai qu'aussi bien dans ce domaine présent de pandémie, etc., que dans le domaine de l'environnement, il faut écouter les gens qui passent leur vie à essayer d'étudier le mieux possible c'est tous les phénomènes extérieurs et en tirer des conclusions ou des recommandations que aussi bien le peuple que les hommes politiques devraient suivre. J'ai l'impression que dans ce cadre-là, pour ne pas se laisser emporter, manipuler par ces fake news et ainsi de suite, la connaissance de soi, l'entraînement de l'esprit est aussi d'une grande utilité puisqu'il nous permet peut-être de regarder nos propres pensées et croyances et plutôt que de croire que tout ce qui nous traverse la tête est vrai, de pouvoir les regarder. Les pensées ne sont que des pensées, nos croyances ne sont que des croyances et de pouvoir parfois les évaluer à l'aune du discernement plutôt que de nous laisser emporter, manipuler par elles. Alors, il y a aussi une chose avec les croyances aveugles et erronées, c'est qu'il y en a autant qu'on veut. Parce qu'en gros, la réalité, elle est d'une certaine façon, et les conceptions erronées de la réalité, il y en a 10 000 pour une situation donnée. Et donc, cette pauvre vérité ou réalité ou connaissance valide, elle est nettement en minorité par rapport à l'infinité des inventions rocambolesques, absurdes et souvent qui relèvent de l'obscurantisme qu'on entend au jour le jour. Donc voilà, je crois que c'est je ne me rappelle plus très bien, un des détectives des romans qu'on lisait quand on était jeune, je crois que c'est l'inspecteur Rouletabille, qui disait qu'il faut prendre les choses par le bon bout de la raison. Donc déposons-nous pour prendre les choses par le bon bout de la raison. Alors dans les situations de crise, on sait aussi que ce qui nous perturbe, c'est qu'on a un grand besoin de contrôle. Le cerveau déteste l'incertitude, on a besoin de prévisibilité, et là tout à coup on a l'impression, on se rend compte qu'on ne contrôle plus rien, tu l'as dit. On a aussi un sentiment important pour l'équilibre de l'être humain, c'est le sentiment que les choses de la vie aient du sens. Et là, tout à coup, on perd le sens des choses. Et en parlant de ça, je pensais à deux choses. Premièrement, à une image que j'avais vue dans une de tes photos amusante qui était « Relax, nothing is under control », qui était plutôt une boutade. Et la deuxième, c'était que ce que tu écrivais dans Plaidoyer pour l'altruisme, c'était une phrase de Schweitzer qui disait « Tous ceux que j'ai connus pour être vraiment heureux avait appris comment servir les autres, et donc comme si l'altruisme était une ressource qui redonnait du sens quand les choses semblent ne plus en avoir. » Bon, alors ça, c'est pas si compliqué que ça. En fait, le contrôle, on n'a vraiment pas. Donc cette idée que l'être humain contemporain, l'homme moderne, s'est extrait de la nature, est devenu le maître de la nature, c'est une arrogance invraisemblable. Et là, on voit bien à quel point cette certitude qu'on avait est si fragile et on est si vulnérable. Donc avant de parler de transhumanisme et de vouloir vivre 300 ans, on ferait mieux de commencer par être des bons êtres humains. D'autre part,
pourquoi perdrait-on le sens des valeurs? Bien au contraire. Dans les circonstances adverses, c'est là où les valeurs humaines fondamentales ont encore plus de poids, d'importance et sont beaucoup plus, peuvent guérir les situations et nos états mentaux. C'est précisément en ayant recours ou en se reposant dans ces valeurs fondamentales que sont la bienveillance, que sont la liberté intérieure, que sont la résilience, et surtout pas se laisser aller dans des valeurs négatives comme la peur, l'agressivité, l'indifférence, l'individualisme exacerbé, le narcissisme, qui vont non seulement nous rendre encore plus malheureux que ce que nous sommes ou plus inquiets que jamais, parce que quand on s'imagine une sorte de petite unité individualiste, à ce moment-là, le monde entier peut se revenir en ennemi. Si on se rend compte de l'interdépendance de tous les êtres, de tous les phénomènes, que nous souhaitons tous également échapper à la souffrance et trouver les causes du bonheur, qu'il y a quelque chose dans cette humanité commune et cette sentience commune avec tous les autres êtres sensibles, y compris les animaux, bien sûr, à ce moment-là, on est beaucoup moins inquiet parce que ce n'est pas moi du matin au soir qui est la cible de tous les hauts et les bas de l'existence et qui forcément, par nature, est éminemment vulnérable. Et donc, comme si cet altruisme, cette générosité et ce sentiment d'interdépendance étaient comme un antidote, au fond, à ces passions tristes qui peuvent nous envahir et donc l'on peut cultiver au quotidien. Alors là, je bouge un tout petit peu parce qu'il commence à pleuvoir. Oui, alors l'interdépendance, en fait, c'est la base même de l'altruisme et de la compassion parce que, disons, si on pense moi du matin au soir, on n'est pas interdépendant, on pense qu'on est une petite unité bien tranquille dans son coin qui peut œuvrer à son petit bonheur. Et on n'a rien contre celui des autres, mais ce n'est pas notre affaire. L'interdépendance, c'est quoi? C'est de se dire, au fond de moi-même, en fait, je souhaite ne pas souffrir. Donc, c'est la chose la plus commune à tous les êtres sensibles. Un être sensible, par définition, une des définitions, c'est celui qui fait la différence entre le bien-être et le mal-être, entre ce qui menace son intégrité physique et mentale et ce qui la favorise. Donc, on évite toujours les conditions défavorables. Donc ça, il suffit, il n'y a pas besoin d'être un très grand esprit ou scientifique pour se dire que tous les êtres, sans exception, même s'ils sont très confus quant à la manière d'obtenir, de se libérer de la souffrance, et justement souvent on est une sorte d'addiction en cause de la souffrance, mais malgré tout, au fond d'eux-mêmes, ils souhaiteraient ne pas souffrir. Donc ça, c'est le dénominateur commun de tous les êtres sensibles. Et donc, c'est ça qui les relie, c'est ça qui fait leur sentience ou leur humanité ou leur existence commune. Donc, de la mesure où c'est commun à tous ces êtres, il y a naturellement cette interdépendance, qui est donc le fondement de l'altruisme, puisque je me dis, je me voudrais du bien à moi-même, je souhaiterais que je cesse de souffrir et que je trouve une forme de bien-être. Et puis alors, il suffit de dire, tous les êtres ont la même aspiration que moi, donc pourquoi, si je suis concerné et que j'accorde de la valeur à mon souhait de ne pas souffrir, ne pas en accorder à celui des autres? Et donc, naturellement, on sait que ce souhait est universel. Donc, l'idée d'une bienveillance inconditionnelle et universelle, ce n'est pas l'idée qu'on va pouvoir, de façon pratique, accomplir le bien de tous les êtres, mais c'est qu'au moins, on peut se dire, oui, je souhaiterais que tous les êtres, sans exception, soient séparés de la souffrance. Donc ça, ce n'est pas compliqué, et ça repose sur le fait que tous les êtres souhaitent effectivement ne pas souffrir. Alors, ça fait un lien avec deux choses dans cette idée. Je pense à une citation qu'il avait mise dans Plaidoyer pour l'altruisme de Voltaire qui disait « Puissent tous les hommes, on pourrait dire, et les femmes se souvenir qu'ils sont frères et sœurs ». Et là, l'interdépendance amène ça à encore un autre niveau en disant que notre condition de commune humanité, on pourrait trouver un mot qui s'appellerait commune terrestrialité, ou aller encore plus loin, et se dire on est tous des terrestres, il n'y a pas que les femmes et les hommes, il y a bien sûr aussi ce que tu dis, toutes les autres formes de vie qu'on peut inclure dans cette terrienne et terrien qu'on peut inclure dans ce sentiment. Oui, bien sûr. Tous les êtres sensibles, disons, il y a un mot anglais qui est un peu pédant, mais la sentience, donc tout le fait d'être un être sensible. Et ça, il y a besoin d'être très intelligent pour être un être sensible. L'intelligence, c'est autre chose. C'est très bien pour résoudre des problèmes, des équations mathématiques, devenir prof d'université,
Mais quand il s'agit de vouloir ne pas souffrir ou de recevoir un coup de couteau dans le ventre, qu'on soit une chèvre, un prof d'université, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc, l'idée que tout ce qui fait cette différence entre la souffrance et le bien-être, eh bien, cet être mérite qu'on soit concerné par son sort. C'est la base de l'interdépendance, de la compassion, de la bienveillance. Alors, ça fait un lien aussi, ce thème nous fait un lien direct avec cette journée internationale de la Terre aujourd'hui. Et tu es très engagé dans la défense de notre maison commune. Hein, ton dernier livre sur l'émerveillement parlait de ça. Comment est-ce que dans cette situation de crise, on peut faire le lien entre notre situation, la peur qu'on peut avoir, et puis l'état de cette planète, cette maison commune qui est tellement important pour nous tous et nous toutes, et comment peut-on, je ne sais pas comment dire, comment peut-on utiliser cette situation pour renourrir notre bienveillance envers la planète? Je crois que notre ami Alexandre Jolien nous rappelait un jour que écologie, écos en grec, en fait, c'est l'habitation, c'est la maison. Donc, c'est notre maison. En tout cas, en tant que terrien, on n'en a qu'une, parce que c'est pas sur la planète Mars qu'on va aller faire grand-chose, à part y poser le pied. Et donc, voilà, bon, il y a 12 000 ans, on était 5 millions d'êtres humains. Aujourd'hui, c'est 7 milliards. Évidemment, les moyens dont on dispose sont immensément vastes. Et c'est sûr qu'on a fait pas mal de dégâts. Alors, la vie existe sur Terre, je crois que c'est 3,5 milliards d'années. Et si on traduit ces 3,5 milliards en 24 heures, les êtres humains sont arrivés dans les 5 dernières secondes, enfin, Homo sapiens. Alors, en 5 secondes, on a fait pas mal de dégâts, il faut dire. Il y avait un article dans la revue Nature il y a quelques années où ils analysaient le taux de prédation des différentes espèces. Et de loin, on était le plus grand super prédateur. C'est-à-dire qu'on fait vraiment le ménage autour de nous. Donc, à un moment donné, ça peut se retourner contre nous. Donc, ce n'est pas pour avoir une vision apocalyptique de ce qui se passe, mais pour que nous, quand même, puisque nous sommes précisément doués d'une intelligence supérieure, que cette intelligence, au lieu que nous considérions que ça nous donne, on peut s'arroger le droit du plus fort, que nous utilisons cette intelligence pour au mieux être les protecteurs de notre seule et unique planète, en tout cas pour ce qui est d'y habiter. Et donc, en utilisant l'intelligence de manière plus juste pour protéger cette planète, je pense que tu nous invitais aussi à l'émerveillement, à la gratitude et à cette connexion en nous rendant compte de la beauté et de tout ce que cette planète nous offre par ce sentiment d'émerveillement et de gratitude, peut-être une attitude naturelle de protection. Alors, vraiment, mon téléphone s'est éteint, là, tu me vois? Je t'entends, mais ah voilà, ça a réapparu. Voilà. Excuse-moi, ma batterie commence à s'épuiser. On arrive à la fin. Oui, alors l'émerveillement, ben, écoute, oui, alors évidemment, ça peut paraître un peu bisounours, comme beaucoup de choses qu'on fait, mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? C'est de s'émerveiller devant la beauté de la nature, de la vie, de ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, du sourire d'un enfant, d'un vieillard, d'une scène naturelle extraordinaire, etc., etc. Donc l'émerveillement, c'est dans le moment présent, il y a un moment de grâce et on se dit, ah, quelle beauté, qu'est-ce que c'est formidable, la vie, etc. Donc, quand on est émerveillé par une scène naturelle ou par un enfant ou par un animal, forcément, on respecte, on ne va pas détruire ce qui vous émerveille ou l'écrabouiller. On va respecter, désirer prendre soin de ce qui vous émerveille et ce que l'on respecte. Et donc, du coup, ça mène à l'action. Donc, on part de l'émerveillement, on respecte ce qui vous émerveille, on veut prendre soin de ce que l'on respecte et l'on veut agir pour protéger du mieux possible ce qui vous émerveille. Donc, ça s'applique à la nature, ça s'applique à la nature humaine, ça s'applique aux animaux et ça rejoint le concept que défend souvent sa sainteté Dalai Lama, à savoir celui de la non-violence à l'égard des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Et là, on est bon. Et donc, c'est mon dernier lien qui était, en parlant de cette admiration qu'on peut avoir pour toutes ces formes de comportement généreux et admirables, je pensais, bien sûr, tu parlais de la nature, mais je pensais aux soignants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces soignants, mais tous les métiers du care qui ont été tellement déconsidérés, ces infirmières, ces assistants sociaux, ces éboueurs, ces éboueuses, toutes les personnes qui ont des métiers essentiels, mais qu'on n'a pas considérés. Je pensais aux personnes qui travaillent avec les chercheurs de refuge, les réfugiés, qui sont
les réfugiés qui ont la double peine déjà avaient énormément de mal à survivre. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est encore plus dur. Et donc, comment est-ce qu'on peut redoubler de considération envers toutes celles et tous ceux qui donnent de leur énergie pour ces causes importantes? Ben, c'est vrai que beaucoup de ce genre de services, on les tenait pour acquis. C'est voilà, c'est l'État, c'est comme ça. Mais maintenant qu'on voit que c'est des êtres humains qui se mettent en danger, beaucoup ont succombé d'ailleurs en tant que soignants au fait simplement de venir au secours de personnes souffrantes. Donc là, quand même, maintenant, ouf, on a une reconnaissance vis-à-vis de ces personnes. Donc il faudrait que ce qui part d'excellente attitude et qui est tout à fait légitime et bienvenue, que ça se maintienne et qu'on l'étende finalement à tous les secteurs de la société pour reconnaître que nous sommes tous tellement interdépendants, que à la fois notre souffrance et notre bien-être se fait avec les autres, au travers des autres. Et donc, du coup, cultiver cette gratitude, ouvrir les yeux sur à quel point tout ce que nous faisons dépend de tellement de personnes, de tellement de bonne volonté. Et donc l'apprécier du fond du cœur et surtout ne pas l'oublier dans le futur, que ça devienne simplement les rouages d'un grand mécanisme étatique de santé, etc. Ce sont des êtres humains qui mettent leur vie en danger, que ce soit encore une fois les soignants, les policiers, ceux qui nettoient les hôpitaux, etc. etc. Et donc voilà, essayer d'étendre ça à tous nos frères et sœurs humains. Merci Mathieu. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous dire 2-3 mots sur une méditation d'amour bienveillant pour clôturer notre… Comment est-ce qu'on pourrait… Souvent, les gens me disent mon invitation, c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est très simple, parce que c'est un mot un peu exotique, mais ça veut dire entraîner son esprit. Alors, on a tous, en ce moment particulièrement, des moments d'amour inconditionnel vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis d'un être malade, ou même de réjouissance et d'admiration pour ce que font tous les soignants. Donc, mais souvent, ce sentiment, il passe, il vient, il va, il traverse notre esprit 15 secondes, 20 secondes, puis on passe à autre chose. La méditation, l'entraînement de l'esprit, c'est exactement ça, mais au lieu de passer à autre chose au bout de 15 secondes, on essaie de nourrir ce sentiment, cette émotion, cet état d'esprit pendant un peu plus longtemps. 5 minutes, 10 minutes, ça dépend du temps qu'on a, on en a beaucoup plus maintenant. Donc, on pourra en profiter pour passer, de même qu'on fait un peu d'exercice pour rester en forme physiquement, on pourrait passer 20 minutes à cultiver la bienveillance. Ce n'est pas compliqué. Donc, on amène dans le champ de notre esprit un être cher. Pour commencer, c'est plus facile. On lui souhaite tout ce qu'il y a de bon dans l'existence, puisse-t-il être heureux, être libéré de la souffrance. On laisse notre esprit s'emplir de bienveillance et puis ce sentiment qui a un goût, une saveur, un parfum qui est différent de l'animosité, très différent. On essaie de le nourrir, c'est-à-dire de le maintenir. S'il décline, de le raviver. S'il devient un peu éloigné, de lui donner plus de présence, d'intensité. Et donc, on fait ça au fil du temps. Et au bout de 10 minutes, on s'aperçoit qu'on a passé 10 minutes avec la bienveillance inconditionnelle. Et finalement, c'est ça la méditation. Moi, je vous engage, puisque vous avez visiblement du temps, à y consacrer quelques moments de votre journée. Et je suis persuadé que vous en retirerez d'immenses bienfaits pour vous et pour les autres. Alors, dans ce sens-là, inspiré par le travail de Mathieu en lien avec Karuna, sur la page, certains d'entre vous êtes dessus maintenant de présence, tous les jours, de 6h30 du matin, 8h, 10h, midi, 16h30 et 21h. Vous avez des méditations live guidées, gratuitement accessibles. Et tout à l'heure, Lise Payot à midi et à 16h30, Caroline Jacob vous proposeront peut-être cette méditation de l'amour bienveillant dont Mathieu nous parle maintenant. Et vous pouvez y avoir accès d'ailleurs tous les jours. Merci Mathieu de nous avoir inspirés dans ce travail. Oui, juste un petit mot, juste avant d'être confinés au Népal, dans un endroit merveilleux d'ailleurs, face aux montagnes, nous étions avec tout un groupe d'amis de Karuna en Inde. Et par exemple, nous avons inauguré une magnifique clinique dans le Jharkhand, en milieu rural et tribal. Et donc, effectivement, nous essayons de notre mieux d'avoir le cœur pur et les mains dans le cambouis. On aide presque 380 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation en Inde, au Népal et au Tibet. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre aussi. C'est tout bon. Et donc, vous le verrez sur ces différentes pages et vous aurez les liens de Karuna Shechen, cette merveilleuse organisation qui met sur le terrain cette compassion en action. Et donc, le faire ici dans nos pays, en méditant, en participant généreusement à ces actions, le faire dans ces pays là-bas.
Et à la fin de chacune des conversations, je lis en général un petit extrait de texte ou de poème. Et là, c'est celui qui clôt le plaidoyer pour l'altruisme. Et il dit « Tant qu'il y aura des êtres, tant que l'espace durera, puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper la souffrance du monde. » Ce quatrain de Shantideva, qui Oui, nous… c'est un grand maître bouddhiste du 7e siècle, et qui est le classique, le grand classique de la compassion. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, ce qu'on a pu voir avec Mathieu, c'est que cette forme d'entraînement de l'esprit nous invite à prendre conscience qu'on est toutes et tous liés, interdépendants, concernés par notre commune humanité, notre commune terrestrialité. Alors, comment allons-nous, chacun et chacune, participer à un monde de bienveillance, de solidarité, de générosité, de nous rappeler, comme le disait Ève Ricard encore, « Rien ne nous vient que de nous, l'autre m'est nécessaire pour recevoir, je suis nécessaire pour qu'il donne. » Alors ce monde, il se construit aussi dans nos petits actes du quotidien, au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Et comme j'aime vous le dire lors de nos conversations, lorsque l'avenir est incertain, lorsque nos pensées sont pleines de peur, qu'on est obscurci, rappelez-vous que la voie de sortie, elle est aussi pour chacun et chacune à l'intérieur. Merci de ce beau paysage, Mathieu, le grand espace. Merci beaucoup pour ce moment. Au revoir. Au revoir et merci.